Swear. Il ne respecte rien. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, un podcast forcément qui s'annonce très intéressant puisque Domso et Russ sont là. Mais avant, petite introduction sur La Sueur et La Sueur. On reçoit, la nuit blanche, La Sueur, pardon, breveté par Russ, on reçoit énormément de messages. On va faire un poster spécial fait par un professionnel. Il va y avoir un after movie et un photographe engagé. Ce ne sont pas des blagues, messieurs. C'est vrai ? Pas des blagues. Ouais, c'est vrai, parce que... Fort de son succès, La Sueur a reçu énormément de préinscriptions sur podcast@lasueur.com. Et comme ensuite les gens commençaient à dire les gars, est-ce qu'on va avoir assez de place et qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de place, eh ben on a changé d'endroit. Et donc là, ils sont en train de finaliser tout niveau sécurité parce que ce que Polydomso, homme de loi, homme de devoir, homme de sagesse, va vous expliquer, c'est que quand on fait quelque chose à Paris, il faut être extrêmement sûr de la sécurité, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, parce qu'en fait, je ne connais pas l'article en question, ni le décret, ni peu importe, mais dès qu'il y a une échauffourée, dès qu'il y a un peu de grabuge, bah c'est fin de soirée pour tout le monde. C'est un peu comme à l'école, quoi. Dès que tu parles, t'es mis au coin, quoi, tu vois. Et c'est un peu ça. Donc ce serait fort dommage quand même que ce genre d'événement se produise. Donc c'est pour ça que nous, on est en train de prendre toutes les mesures adéquates afin d'éviter de laisser une opportunité. Un esclandre voilà se dérouler. Donc c'est pour ça, dans la bonne ambiance et dans une bonne ambiance et avec sécurité évidemment, quoi. Mais en plus, ce qui est cool, c'est que en vrai, de toute façon, c'est obligé à partir du moment où c'est un événement de nuit, il fallait qu'il y ait de la sécurité tout ça. Mais en vrai, en réalité, pour l'instant, de ce que tu me disais, Guillaume, en fait, ça va être une ambiance tellement chill parce que c'est des gens qui viennent. Il y en a qui viennent avec leurs femmes, il y en a qui viennent entre amis et tout. Donc, en fait, ça va être. je t'ai vu, Polydomso. mais ça va être vraiment chill en fait. Donc, de toute façon. Venez, continuez à vous inscrire parce que maintenant qu'on a changé de lieu, l'avantage c'est qu'on peut prendre encore plus de monde. Donc c'était sold out, ça ne l'est plus. Exactement, et c'est toujours à Paris, au cœur de Paris, et clairement, on ne va pas se foutre de vous. Donc de toute façon, depuis qu'on parle de ça, on a mis le visuel magnifique au milieu. Donc c'est podcast@lasueur. Vous dites pour combien de places vous voulez et si vous êtes intéressé également, sachant que dès que ce sera bon, on vous enverra le lien pour vous inscrire. Et très important, et c'est pour ça aussi qu'on fait ça, pour éviter justement tout débordement potentiel, c'est seulement les personnes qui auront acheté leur place qui pourront se rendre à l'événement. Voilà. Ça semble logique. Voilà, ça permet de faire une espèce d'éventail. T'as la corne de brume, quoi. D'éventer les queues devant l'événement et autres. Bien. Non. Revenons à nos moutons. Et donc l'UFC 243, Israel Adesanya contre Robert Whittaker, enfin plutôt l'inverse, qui ont battu le record d'affluence lors d'un événement UFC avec plus de 57 000 personnes qui sont quand même venues pour un événement ou de ce main event quand même assez décevant. Mais messieurs, Israel Adesanya est le nouveau roi de la catégorie puisqu'il n'a fait qu'une bouchée de Robert Whittaker. Premièrement, bravo à Rust pour ce bon pronostic. Et deuxièmement, mon cher Polydomso, si Adesanya a fait ce qu'il sait faire de mieux et aurait même pu finir ce combat dès la toute fin du premier round, Bobby Knuckles nous a surpris. Oui, alors on en discutait un petit peu avec Russ. C'est toujours difficile de savoir comment ça se passe en fait véritablement. Si c'est parce qu'il y a un problème dans la préparation ou si c'est parce qu'il a le mauvais game plan ou si tout simplement parce que dès que tu te retrouves en face de quelqu'un qui a un style vraiment spécial, tu perds un peu tes moyens. Je pense que c'est multifactoriel et qu'il y a une combinaison de tout ça en fait en réalité. Mais c'est vrai que Robert Whittaker s'est limité vraiment très rapidement il a essayé de boxer en fait avec Adesanya. Alors c'est marrant parce qu'au début ce qu'il faisait, mais vraiment tout au début du combat, vraiment dans les premiers moments du combat, c'était assez intéressant, c'est-à-dire d'empêcher en fait Adesanya d'utiliser ses appuis pour justement faire ses mouvements de tête. Et c'est ce que fait Adesanya, et d'ailleurs c'est comme ça qu'Adesanya a gagné, hein. Mais par une espèce de chassé bas qu'il faisait en rentrant, un sidekick pour bloquer en fait les mouvements d'Adesanya et ensuite déclencher en crochet du bras avant. Franchement, dans les premiers instants, on sentait. Alors, Adesanya se faisait pas toucher, pas vraiment nettement, mais qu'il était un peu emmerdé, qu'il n'arrivait pas en fait à faire à work his magic, tu vois. Genre, il n'arrivait pas à utiliser vraiment ses mouvements et tout. Mais je sais pas pourquoi, en cours de route, Robert Whittaker, il a lâché cette stratégie. Et à partir du moment où il a commencé à rentrer de manière un peu, genre en crochet,
et essayer absolument à frapper à 100% de sa puissance. Complètement. Adesanya, il tapait trop court, il n'arrivait pas en fait à se caler, il n'a jamais réussi à toucher précisément Adesanya. Et de son côté, Adesanya, il enregistrait toutes les informations en fait. À chaque fois qu'il y avait un échange, il voyait à peu près où il était, il enregistrait un peu où le coup arrivait. Alors parfois il se faisait surprendre, les seuls coups vraiment où il se les a pris un peu flush, c'était les jabs. Mais à part ça, il n'a pas pris de bras arrière vraiment fort, il n'a pas pris de crochet vraiment fort. Et à chaque fois qu'il prenait un coup, il y a eu un kick, il n'y a pas eu un high kick aussi. Ouais, mais vite fait, quoi. Il a plus ou moins arrêté en fait. Et à partir du moment où il a commencé à établir une cartographie des attaques de Whittaker, bah, à chaque fois que Whittaker rentrait et qu'il n'était pas qu'il n'avait pas été assez prudent dans sa façon de rentrer, il se faisait sanctionner, quoi. C'était tout le temps, quoi, je veux dire. Et ça n'a l'air de rien comme ça, parce que c'est vrai que Adesanya, il a une façon de faire qui n'est pas il va pas frapper à 100% tout le temps, mais à chaque fois ça s'accumule en fait, et le dernier coup du premier round, et surtout le crochet du second round, le crochet du bras avant, c'est juste parce qu'il a tenté 3 ou 4 fois le même mouvement, et que la 4e fois, il a parfaitement pris la mesure de Whittaker. Il sait exactement où Whittaker est. Et là, dans ces cas-là, c'est un KO et c'est parfait. Tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance pour mettre KO quelqu'un si tu es bien sur tes appuis et que tu le contres au bon moment. Donc, voilà. Tristesse pour Bobby Knuckles qui s'incline. Mais le nouveau roi, attendu par l'UFC, par tous les médias et par énormément de supporters, par l'Afrique aussi, Cocorico Nigeria, mon cher Rust. Nouveau roi, Adesanya alors? Impressionné en fait. C'est vrai qu'on peut être déçu du game plan de Whittaker, mais impressionné par Adesanya parce que honnêtement, ce qu'il a réussi à faire, alors c'est vrai en fait, comme disait Polydomso, il fait des lectures d'abord, il agit ensuite. D'ailleurs, il le dit lui-même, I aim and then I fire. Et en gros, il y a eu plusieurs moments, par exemple, donc au premier et au second round, où Adesanya laissait Whittaker arriver en attaque, en blitz en fait, où littéralement il court vers Adesanya en essayant de le toucher en anglaise. Et c'est vrai que Adesanya, depuis le début, il a laissé Whittaker faire ses blitz, et soit il reculait, soit il faisait un petit peu, je sais que j'ai dit la même chose tout à l'heure quand on se parlait Polydomso, mais du coup je vais le redire parce que j'adore ce que j'ai trouvé. En gros, c'est comme aux échecs, c'est-à-dire qu'il recule, il fait 2 pas en arrière, mais à un moment il va désaxer. Et c'est comme ça en fait que tu peux vraiment efficacement te retirer d'une attaque qui arrive en ligne droite. Et il l'a fait de façon magique, et il l'a fait. Et à chaque fois que Whittaker arrivait, en fait, on sentait que de plus en plus, Adesanya était proche de réussir à caler ses contres. Et il y a des moments, déjà à la fin du premier round, en fait, c'est à la fin d'un blitz de Whittaker se repositionne, et là il y a un échange, et Adesanya arrive à le choper par un uppercut qui arrive d'en dessous. C'est absolument somptueux au niveau du timing, et l'enchaînement qui met KO ensuite dans le deuxième round, en fait, la situation dans laquelle il se trouve, elle est arrivée au moins 2 fois avant, en fait, au moment où Whittaker avance, Adesanya se désaxe, ils sont dans une position où là ils sont très très proches en position d'anglaise, sauf que en fait, comme c'est arrivé plusieurs fois, au bout d'un moment, Adesanya il a fait OK, donc premièrement je vais désaxer, et c'est pas un check hook en fait, il désaxe en poussant un petit peu Whittaker avec sa main, donc Whittaker était obligé de se repositionner ensuite, ce qui lui donne une demi-seconde d'avance. Et au moment où il se repositionne, en fait, la différence, c'est aussi que Adesanya, il gère son allonge en se mettant un petit peu en arrière, et en calant le premier puis le deuxième crochet, il décale un peu vers l'arrière, il est déjà désaxé vers la gauche, il a cette demi-seconde d'avance sur Whittaker, et ça fait que du coup, en fin de compte, il arrive à placer ses crochets, et Whittaker arrive trop court en fait, et surtout pas dans la bonne position. Donc tout ça pour dire que c'est tellement des ajustements millimétriques qui sont le fait d'un striker d'exception qu'on ne peut qu'être impressionné, que ce soit par ça ou par la manière dont il a géré avant. C'est vrai qu'il s'est fait toucher, mais il n'a jamais été en danger. J'ai jamais vraiment eu cette impression de danger. Je l'ai entendu, mais je ne suis pas d'accord en fait. Même au premier round. Qui a dit ça? Si, il y a des analystes, je sais plus, je crois que c'était chez John Anik ou un truc comme ça. Je sais plus lequel. Non, parce que je te rejoins. Les rares moments où il a laissé, où on peut imaginer de loin qu'il est débordé, c'est des moments en fait où il se laisse
il se laisse volontairement en position, on va dire dans l'échange pour prendre en fait ses marques en fait. C'est vraiment ça. Il y a aucun moment où il se prend vraiment des coups, tu sais, où tu as la tête qui part en arrière ou un machin comme ça. Il est toujours avec son épaule et ça c'est vraiment propre. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a vu un peu les limites de ce style. De karaté boxing à la Whittaker, parce que si tu fais que ça en fait, c'est-à-dire le grand succès des gens qui utilisent ce style-là, moi il y a 2 exemples en fait vraiment qui me viennent en tête, c'est Kyoji Horiguchi et Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, parce que quand il arrive en fin d'échange, même si lui il vient du Kyokushin, hein, Georges Saint-Pierre, mais étonnamment il a plus un style tu vois, avant-arrière un peu plus à la Shotokan quand tu regardes vraiment le truc. Mais dès qu'il arrive en fin d'échange, Georges Saint-Pierre, il terminait sur un takedown, ce que Robert Whittaker n'a jamais fait pendant le match. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois, il arriait à casser la distance. Mais pourtant, c'était une version améliorée de Georges Saint-Pierre. C'est ce qu'on nous avait dit. Justement, c'est là on voit que n'est pas Georges Saint-Pierre qui veut, parce que ça, c'est un truc qu'aurait fait Georges Saint-Pierre, c'est sûr. D'autant que Adesanya, utilisant ses jambes pour pouvoir faire ses mouvements de tête, il pouvait se prendre des takedowns. C'était possible parce qu'il est très droit, il se tient très droit, et c'est très difficile dans ces configurations. Attends, je termine juste parce que sinon je vais perdre mon fil. Et l'autre combattant qui gère bien en fait ce style de karaté boxing, c'est Kyoji Horiguchi, parce que à chaque fois qu'il fait un blitz, Kyoji Horiguchi, quand il termine sur un blitz, il fait tout le temps un bob and weave de boxe. Il reste jamais en fait en fin de course. Et là, les 2 fois où il s'est fait gauler Whittaker, c'est parce qu'il arrive vraiment quasiment en déséquilibre en fin de course et qu'il n'a pas ce mouvement de boxe défensif ou où je resserre à distance. C'est qu'il reste en fait en zone intermédiaire après avoir lancé son attaque. Et c'est là où en fait il aurait fallu en fait utiliser soit l'une de ces 2 stratégies, pas rester en fait en fin d'action, surtout à portée de frappe d'un mec comme Adesanya, quoi. C'était pas bon. Et puis en plus, il y a aussi un autre truc qu'il aurait pu faire qui aurait été vraiment cool. C'est c'est toujours facile, hein, évidemment, pour nous de dire ça, évidemment, mais bon, c'est ce qu'on voit qui est peut-être possible de faire, parce que maintenant, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est d'essayer de trouver des solutions contre Adesanya. C'est ça qui est fun. Et là, il y a des moments, par exemple, où Whittaker, donc comme on l'a dit, en fait, il s'est concentré que sur son anglaise au bout d'un moment, et c'est là où probablement il a perdu le combat. Mais il y a des moments où Whittaker faisait son blitz, Adesanya recule, et la manière dont Adesanya recule, en fait, tu sens qu'il pourrait être susceptible à un gros low kick en fin de blitz ou en fin d'enchaînement avant qu'il se soit repositionné. Et c'est vrai que et en plus ça, Whittaker le fait très bien quand il le veut en fait. Et si Whittaker l'avait fait, je suis curieux de voir comment est-ce qu'aurait tourné le combat si à la fin de chaque blitz, au lieu que Adesanya puisse faire une lecture, ils se disent bah oui mais merde, à la fin de chaque blitz, et il l'a fait une fois, Whittaker, il est venu en low kick. Et ça aurait maintenu peut-être un peu plus Adesanya sur la défensive, et ça aurait été intéressant. Mais ça me permet d'ailleurs de faire une transition. Alors, de toute façon, on a fait un comparatif avec Georges Saint-Pierre, et ce que je vais dire là va aller à l'encontre de ce que je vais redire ensuite d'ailleurs. Mais c'est que Georges Saint-Pierre, il est capable de faire 4 ans de pause et d'arriver avec un super timing, comme s'il n'y avait pas de ring rust, parce que c'est Georges Saint-Pierre. Mais Whittaker, qui n'avait pas combattu depuis quand même un certain temps après ses guerres à répétition contre Romero, c'est peut-être là en fait, c'est peut-être pour certains combattants et peut-être pour Robert Whittaker, c'est peut-être là où ça plombe aussi, c'est qu'il n'avait peut-être pas le rythme, il n'était peut-être pas à 100% parce que justement il y a longtemps qu'il n'avait pas combattu. C'est possible. J'ai du mal à y croire ça, parce que déjà son dernier combat contre Romero, ça faisait 1 an. Mais moi, je vais dans le sens de Rust, j'affine juste un petit peu parce que c'est genre le gros le mec qui se la pète. Oui, je vais essayer d'élever le débat. Hein. Oh là là, Rust. Non, mais en revanche, là où je suis d'accord avec Russ, c'est que au-delà du fait qu'il y a eu un trou et qu'il a été blessé et tout, moi je note que les derniers adversaires de Whittaker, c'était pas des strikers. Ouais, non, complètement. Pas des strikers techniques, c'est des grappleurs qui sont terrifiants et qui ont du pouvoir de KO, mais c'est pas des strikers. Et avec tout le respect que j'ai pour Yoel Romero, Yoel Romero peut mettre KO d'excellents strikers. Hein, c'est pas ça. C'était Jacare, Brunson, Jacare et Romero. Romero. Le dernier striker qu'il a rencontré, c'était Uriah Hall, et c'est pas le meilleur des strikers, quoi. C'est un peu tu vois, genre un coup il est bon, un coup il est pas bon, quoi. Enfin, avec encore une fois tout le respect, tu vois. Mais il est moins consistant et moins construit et moins tacticien qu'Adesanya en fait. Et par exemple, tu vois, toutes les attaques en crochet qui d'habitude touchent assez violemment les grappleurs qu'il a pu rencontrer, que ce soit Romero
ou Jacare. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui sont assez statiques. Même Romero, tu vois, ils n'ont pas cette habitude de striker d'aller avec les coups. Ça, c'est un truc que il faut des années d'expérience en striking pour savoir faire ça, quoi. C'est quasi instinctif, en fait. Et eux, bah, c'est pas leur sport de base. Donc, même s'ils savent très bien faire un jab, même s'ils savent très bien faire un crochet, même s'ils ont toute cette puissance, bah, tout ce côté immatériel du striker d'exception, tu vois, de gestion des distances, de savoir gérer, en fait, quand tu prends un coup, bah, ça, ils l'ont pas. Et moi, ce qui m'a frappé, en fait, dans ce combat contre Adesanya, c'était le côté ineffectif des coups de Robert Whittaker. Il y a plusieurs fois où Robert Whittaker, tu sentais qu'il mettait vraiment toute sa force, qu'il arrivait à connecter un petit peu, mais ça faisait rien parce qu'en fait, les 3/4 du choc étaient absorbés, en fait, par le mouvement et par la défense d'Adesanya, en fait. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu une surprise de Whittaker. Il s'est dit, d'habitude, je touche et je fais mal. Là, je touche et je fais pas grand-chose, en fait. Et en plus, je me fais contrer derrière. Donc moi, je pense que c'est ça. C'est qu'il n'avait pas rencontré un vrai striker depuis assez longtemps. Et c'est dommage. C'est vraiment là où il peut se mordre les doigts. C'est d'avoir essayé de striker absolument avec un excellent striker. C'est con parce que il y a des écueils à ne pas faire quand tu combats un striker. Les deux écueils principaux, c'est soit d'être un panic wrestler. C'est dès que, tu sais, genre la spéciale Ryan Bader, tu vois, dès que tu tombes sur un striker, genre, je vais essayer de le mettre au sol. Ça, c'est pas bon parce que tu te fais anticiper, tu te fais contrer. Ou te dire, bah, je vais être meilleur striker qu'un striker. En fait, la solution, elle est entre les deux. Faut que le striker respecte ton striking pour qu'ensuite tu puisses déclencher en lutte, en fait. Et ça, mine de rien, Robert Whittaker, dans les premiers instants du combat, il l'avait. Parce qu'il arrivait à casser la distance. Il arrivait, en fait, à exprimer un peu ses mains. Mais il n'a pas sublimer ça avec un jeu de lutte et ça aurait été parfait de faire ça parce que là le problème c'est que à un moment donné Adesanya s'est rendu compte que bah oui ok t'arrives à casser la distance mais tu fais pas grand chose de significatif une fois que t'as cassé la distance je vais pouvoir m'exprimer en fait et c'est notable on voit vraiment les 2 premières minutes où il s'observe il se touche un peu et tout puis après il y a il déroule oui. Mais du coup, pour notre cher Bobby Knuckles, messieurs. Mais je tiens à dire quand même, et très rapidement aussi, que c'est terrible, mais c'est vrai que il y a aussi donc le fait que possiblement Robert Whittaker, non seulement il a pas affronté des vrais strikers, mais en plus il a eu cette période d'inactivité d'1 an. Et en plus de ça, à l'inverse, on dit souvent, et ceux qui suivent un peu les podcasts savent que du coup, on dit souvent, par exemple, à propos de McGregor, ce qui fait aussi la force de McGregor quand il était à son meilleur, c'est qu'il était très actif. Et là, pour Adesanya, qui est quelqu'un qui se repose mais très très lourdement sur son timing, sur sa vitesse de réaction et d'exécution, et ben le fait qu'il ait combattu 6 fois en un peu plus d'1 an, c'est hallucinant et c'est probablement ce qui fait aussi qu'il était tellement affûté. Le mec n'a jamais pris de vacances, surtout. C'est ça. Non, mais il a animé ses vacances pour l'UFC à chaque fois. Mais ça paye, hein, du coup. Voilà, il a tout géré. En plus de ça, il commence à avoir un petit peu, même si j'ai un peu du mal avec ce côté pas humble et tout ça, mais bon, ça, il y en a plusieurs. Hein, il y a plusieurs combattants, mais ça, c'est comme ça. Et mais en plus de ça, il sait gérer sa carrière parce que là, son arrivée, je sais pas si tu l'as vu, Polydomso, vous l'avez maté en direct, son arrivée avec les danseurs et tout, franchement, c'était assez ouf. Donc, il a rempli un stade, il a rempli un. Parce qu'honnêtement, je pense que peu importe, si ça avait été quelqu'un d'autre qu'Israël Adesanya, jamais ils auraient fait ça dans un stade. Ouais, c'est sûr. Et ils ont réussi leur pari et 57 000 personnes, c'est du délire. C'est énorme. Hein, pour une carte comme ça. En plus, pour une carte parce que ça aurait pu, moi, quand j'ai vu le nombre de personnes, je me suis dit, putain, t'imagines, ils nous font une Yair Rodriguez, Jeremy Stevens, genre dès le début du combat, ça s'arrête. C'est vrai. Oh putain, au début. Oh là là. Oh le scandale. Les mecs vont être contents. Ouais, en plus de ça, le bilan jusqu'ici était assez mitigé, ce qu'on va pouvoir transitionner sur l'as de la carte. Mais oui, pardon, allez-y mon cher. Ah non, tout ça pour dire et que en plus de ça, le bilan étant assez mitigé pour les îles océaniques avant d'arriver au main event, ça aurait été assez terrible quand même. Ah bah après, ce qui était bien, c'est qu'avec ce combat-là, les îles océaniques étaient tranquilles. Hein, oui, c'est vrai. Oui. Peu importe le backer, mais avant de passer donc au reste de la carte, magnifique bien évidemment, quelle est la suite pour les deux hommes, pour Robert Whittaker qui là revient un petit peu dans le pool, et puis d'un autre côté Adesanya qui est quand même là à 18-0, et à moins qu'Alex Pereira vienne à l'UFC, là on s'interroge. Cependant, on peut quand même se dire là sans trop de problème que ce sera Polo Borrachini à la suite, puisqu'il était présent à Melbourne, il y a eu des petites piques ici et là, et normalement ça va être le prochain choc. Là, ça va être intéressant. Alors, parce que moi déjà je note quand même que c'est un peu triste parce que ça doit être le premier champion qui perd là récemment
où personne parle d'une revanche, tu vois. Genre, c'est vraiment Ouais, genre c'est le. vrai, ouais. Alors que le mec, bon, bah, il a eu un bon. Bon, je dis pas qu'il mérite la revanche, mais c'est juste pour attirer l'attention sur le manque de considération qu'il y a à l'égard de Whittaker. Ouais. C'est assez dingue parce que le mec est quand même exceptionnel. Bon, il s'est pris une rouste, mais ça arrive, quoi. Je veux dire, à ce niveau-là, malheureusement, ça arrive. Et j'ai un peu peur qu'il retombe un peu dans les limbes. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, Whittaker, tel que sa carrière a été gérée depuis le début, il aurait jamais dû monter aussi haut, en fait. C'est un mec qui a gagné le TUF, mais qui a eu un bilan vraiment mitigé en welterweight. Et en middleweight, on lui a fait zéro cadeau. C'est-à-dire, on lui a mis Jacare Souza, on lui a mis tous les mecs qui étaient. Et sachant que Jacare, c'était un cadeau pour Jacare avec un Whittaker prévenu à moitié en short notice, c'était bah, tu gagnes celui-là et t'as le title shot. Oui, bien sûr. Et puis même contre Yoel Romero, c'était pas simple. Donc en fait, je pense que là, ce qui risque d'arriver, c'est que comme peu de gens finalement le connaissent, ce qui est quand même assez incroyable parce que encore une fois, c'est un des meilleurs middleweight qu'on ait eu là depuis les années récentes, quoi. Bah, j'ai un peu peur qu'on lui refasse des combats un peu traquenards comme ça et qu'il retombe un peu un peu dans la pénombre. Ce serait dommage parce que c'est un combattant qui est vraiment intéressant et je pense que c'est peut-être pas le meilleur striker, ça c'est sûr, mais c'est probablement le meilleur anti-grappleur en middleweight. Ouais. Mais après, c'est vrai que moi, ce qui me rassure, c'est en fait, je suis d'accord fondamentalement parce que là, le problème, c'est que c'est compliqué en fait d'avancer maintenant pour Whittaker, sachant que du coup, Adesanya, il y a Borrachimia, il y a, même si je sais que Guillaume pense que ça se fera pas, il y a possiblement John Jones à l'horizon. Donc c'est comme si le mec en fait avait un peu décollé. Mais Whittaker, en fait, le seul truc qui me rassure un petit peu, c'est que j'ai suivi parce que son histoire m'a vraiment intéressé en fait. Son histoire, il a d'ailleurs pour ceux qui vraiment, on le redit, mais allez voir une vidéo en 2 parties sur Grunge TV, le podcast, c'est 50 minutes en tout je crois, où il parle de sa dépression, il parle de comment ça s'est passé, il parle de comment il s'en est relevé, etc. Et comment il abordait le combat avec Adesanya. Et de tous ces podcasts, de ce que j'ai entendu dire avant et après le combat, je pense qu'il n'a jamais été autant dans un meilleur endroit psychologiquement qu'il ne l'est maintenant. Et c'est ce qu'il disait en fait. Il le disait avant le combat et je crois qu'il le dit même dans ce podcast-là. Il disait le truc c'est que en arrivant dans le combat contre Gastelum, donc il était en dépression et il disait en plus je m'entraînais pas bien, j'étais derrière mon calendrier, donc en fait c'était une spirale négative terrible en fait. Et il disait à ce moment-là, de toute façon, si j'ai gagné ou que j'ai perdu contre Gastelum, en fait, ça aurait continué. Parce que si j'avais gagné, je me serais dit, j'ai gagné alors que je me suis pas bien entraîné, donc là c'était terrible. Et s'il perdait, il savait qu'il perdait parce qu'il s'était pas entraîné. Il disait en gros c'était terrible. Et là, il disait en revanche contre Adesanya, déjà j'ai remonté la pente psychologiquement, j'ai réussi à raccrocher les wagons, etc. Et en plus de ça, j'ai le meilleur camp d'entraînement. Alors ça, ils le disent tous. Normalement, il faut le savoir. Mais j'ai eu le meilleur camp d'entraînement. Oh merde, oui. J'imagine mal le mec dire putain, j'ai des tocards qui s'entraînent avec moi. Bande de merde quand même. Mais ça se voyait physiquement quand même. Ouais, non, il était chaud et puis même dans ce qu'il a dit avant et après, vraiment ça se sentait. Il avait tout fait correctement et du coup il était en paix. Et du coup le fait qu'il soit en paix avec tout ça, je le sens bien en fait. Et quand il dit après le combat I'm not going anywhere et en gros, il repart, c'est un des rares combattants pour lequel j'y crois quand il le dit. Et même lors de la conférence de presse d'après combat, il était, comme tu l'as dit, en paix. Il avait perdu certes sa ceinture, mais sinon tout allait bien. Il était bien, il avait perdu alors qu'il avait bien qu'il ait tout fait pour tout bien fait quoi. Donc je suis assez confiant. Je sais pas s'il redeviendra champion parce que c'est possible, mais cette catégorie c'est compliqué, surtout pour lui en plus. Ouais, voilà, t'as tellement de monstres en fait que tu vas devoir repasser par le hachoir à viande si tu veux redevenir champion. Ça va être compliqué. C'est possible, il est encore jeune, 27 ans je crois, 28, donc c'est encore très jeune. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que même si je pense pas non plus comme Poidomso qui pourra revenir peut-être au plus haut niveau et redevenir champion, je suis assez confiant sur... on le reverra en tout cas à son meilleur, je pense. Ouais, moi je suis entièrement d'accord et j'aimerais bien le voir contre le vainqueur de Gastelum-Thiel pour voir le combat finalement que nous n'avons pas eu à l'UFC 200, c'était quoi, 236 si je ne m'abuse. Je crois que c'était ça, bref. Voilà, et puis donc pour Adesanya. C'est-à-dire que t'assumes que Gastelum va pulvériser Thiel, en fait. C'est ça que. Oh non, dis pas. Même si tu le penses, ne dis pas. Je veux pas l'entendre. On va pas le dire. On va pas le dire encore.
Et donc pour Israël Adesanya contre Polo Borrachigna. Messieurs, avant de passer donc au reste de la carte, le John Jones quand même Adesanya, est-ce que vous pensez, ça vous intéresse? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Sachant qu'Adesanya livre vraisemblablement en 2021, Raider Stadium, je pense que ça, pour ma part, c'est possible parce que c'est vrai que s'il monte, il sera encore plus connu. John Jones, ça sera le premier combat depuis les chocs contre Cormier qui a vraiment beaucoup de suspense. Donc ce sera effectivement passionnant de ce point de vue-là, mais après, une fois qu'on entrera dans la cage, peut-être que ce sera un peu plus compliqué. Non, mais en termes de levier médiatique, Adesanya, il commence à vraiment rajouter quand même pas mal de cartouches, parce que invaincu, style flashy, il remplit les salles, donc il c'est tape vrai. le million de followers sur IG. Non, mais ouais, il a tout. Il a une personnalité, bon, on peut aimer ou pas aimer, mais en tout cas, il est en train de se développer un gimmick assez intéressant et qui marche bien, en fait, du point de vue du public. Donc oui, c'est un combat qui est faisable, on va dire, d'un point de vue événement sportif et tout. Ouais. Ça m'étonnerait pas que ça se fasse. En plus, les deux ne s'aiment pas, ils veulent le combat, ce qui est aussi pas mal. Puis en plus, il y a le petit historique, fake historique, comme quoi Adesanya, c'est le nouveau. Oui. Alors, au choix, nouveau Silva ou nouveau John Jones, ça dépend en fait de qui parle à ce niveau-là. Mais donc voilà, donc ça peut faire une petite narration qui amène au combat qui est assez intéressante, quoi. Ouais, après, voilà, ça fera une narration intéressante, mais c'est vrai qu'on en parlait un peu avant. Contre John Jones, c'est pas pareil quand même. Parce que même si tu. Alors, en revanche, si c'était un pur match de kickboxing, je pense qu'il n'y a aucun souci pour Adesanya, vraiment zéro. Le problème, c'est que déjà Adesanya disait moi, j'ai aucun problème à combattre en kickboxing en heavyweight parce que c'est de la technique, et il a raison. Et il l'a fait en plus. Il l'a fait en plus, il a gagné des tournois incroyables en one night tournament, machin. La différence, c'est que quand c'est un mec, donc toi tu cut pas de poids, donc c'est-à-dire qu'il montrait en light heavyweight où il vraiment met tout mouillé, il ferait peut-être 90 kilos le jour du combat, enfin vraiment peut-être 95 quoi. Et tu tombes face à John Jones qui lui sera à peu près à une centaine, et surtout John Jones c'est un ours en fait. John Jones c'est quand même un mec qui a été capable d'impressionner Daniel Cormier par son intensité physique et sa présence physique dans la cage et en clinch. Quand t'impressionnes un mec qui fait partie de l'équipe olympique américaine de lutte, c'est compliqué à gérer. Tu te bats contre un tronc d'arbre en fait. Et là, j'ai du mal à me dire, John Jones étant tellement intelligent que il n'utilisera pas le clinch et la lutte, et deux, qui mixera pas tout. Et en plus de ça, il a une allonge, il est capable. Enfin, John Jones, ce serait trop, parce que si c'était un middleweight, John Jones, pourquoi pas? Le problème, c'est que c'est un light heavyweight / peut-être bientôt poids lourd. Donc, ce serait intéressant du point de vue de la narration. Mais j'aurais peu d'espoir quand même pour Adesanya. Ouais, d'autant que il vieillisse un peu plus, John Jones. Je peux attendre. C'est ça, mais je ferai remarquer quand même que Adesanya n'a rencontré aucun lutteur en fait. Quand tu à part Branson. Ouais. Et Vettori, mais qui est pas non plus. Non, pas vraiment. Mais oui, pas il n'y a pas eu de calibre, élite, complètement. Ouais. C'est pour ça, c'est le style fait les styles des gens font les matchs, et je ne sais pas en fait ce que vaut réellement Adesanya face à ce type d'adversaire. Peut-être qu'il peut se révéler excellent. Un truc qui fait très bien, c'est que comme tu l'as dit, Rust, quand il recule, il fait jamais 2 pas en arrière. Ouais. Il désaxe à chaque fois, et ça c'est parfait contre les lutteurs, parce que généralement les lutteurs ils ont besoin en fait que tu sois en ligne droite pour shooter leur double, quoi. Et ça c'est un truc qu'il fait pas, et c'est pour ça qu'il est compliqué en fait à gérer, que ce soit en striking ou en lutte. Mais le truc c'est que John Jones il fait pas comme ça en fait d'habitude. Ça lui arrive parfois de faire des gros doubles comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il gère. Généralement il évolue à partir du clinch, et ça c'est un peu plus compliqué à gérer, surtout s'il y a un différentiel de force. Je pense qu'il y aura un différentiel quand même de puissance assez. Puis même au niveau de la longe, je serais pas étonné de voir John Jones réussir à caler des bons jabs, des bons front kicks, des trucs comme ça, et à d'abord faire respecter son striking par Adesanya, même si clairement Adesanya aura toujours plus de outils dans la besace. Mais je pense qu'effectivement, il serait capable de déjà surprendre Adesanya par des attaques longues et directes, et après, à partir de ce moment-là, quand en plus il commence à mixer avec des attaques en clinch ou des attaques en lutte, je vois mal en fait, je vois mal. Et même, et c'est là où c'est peut-être un peu cruel, mais même un John Jones vieillissant, il se repose tellement sur de la technique plutôt que de l'explosivité ou de l'athlétisme, même s'il l'est,
que même un John Jones à 35 piges, je pense que ce sera trop pour Adesanya. Au niveau stylistique, en fait. Surtout qu'Adesanya n'a que 2 ans de moins que John Jones. Voilà. Ouais, en plus, ouais. Mais après, moi, je me disais que c'était plus vieillissant dans le sens, tu vois, t'attends qu'il monte, qu'il redescende, qu'il soit pris un peu de dommages. Tu sais, tu le C'est prends un vrai. peu comme Canelo contre Kovalev, tu vois, quand il est mûr. Bien. Maintenant, passons au co-main event. Dan Hooker contre Al Iaquinta. Al Iaquinta qui a donc perdu, messieurs, qui s'est fait maîtriser par Hooker, qui s'offre la plus belle victoire de sa carrière face au numéro 6 de la catégorie. Et là, bon, après, personnellement, moi, ce combat, je n'en attendais pas grand-chose. Il y a Hooker qui s'impose, il est numéro 6. Je ne vois pas aller au-delà de la position de numéro 6. Enfin, je ne sais pas si ça vous a fait vraiment quelque chose, mais... en fait, le problème... Oui, vas-y, allez-y. Excuse-moi, putain, je te coupe, mais honteusement, quoi. Putain, le respect est au niveau minimal. Mais en gros, c'est vrai que le truc, c'est... Et je suis d'accord avec toi, en fait. C'est compliqué d'en déduire quelque chose parce que... Et je sais que c'est cruel à dire, parce que si Iaquinta est numéro 6 mondial en lightweight, c'est que c'est un monstre, et c'est un monstre. Donc c'est dur à dire, mais en fait... Iaquinta est relativement limité en fait dans ce qu'il peut offrir. Il le fait très bien. Une bonne anglaise, une bonne défense de lutte, il avance, il est dur au mal. Mais le problème, c'est que quand tu as des armes qui peuvent contourner ça et le contourner efficacement, en fait, tu es capable de battre Iaquinta de façon à peu près sereine. Ouais. Et c'est ce qu'a fait Dan Hooker en fait. Il a été capable de le maintenir à distance parce qu'il a une boxe qui est magnifique, qui est très longue, avec des superbes jabs, des superbes crochets, etc. Deuxièmement, il l'a mais haché en low kick. Et vraiment, j'avais mal. Parce qu'en fait, pour ceux qui font un peu de taille au kickboxing, généralement, la douleur qui arrive là, qu'a dû ressentir Iaquinta, et encore fois 10 000, c'est un peu soit vous mettez un low kick et le mec le part, et en gros, il part le low kick et ça vous touche dans le muscle, en fait, à droite du tibia, là, enfin du tibia droit. Et c'est la mort. Quand ça arrive, c'est la mort. Et il y a cette douleur-là, et qui est la même quand tu te prends un low kick, c'est-à-dire un low kick directement dans le mollet. Et ça, donc il en a pris, je crois que c'était au bout d'un round et demi, il en avait déjà pris 12, un truc comme ça. Et ça, je sais même pas. Bon, il a changé de garde, il est passé en southpaw, etc. Mais déjà, à partir du moment où Dan Hooker, au bout d'un round, avait déjà explosé les appuis de Iaquinta et le gérait en jab, personnellement, voilà, ça pouvait être prédit, je pense, avant même ce combat, mais je me suis dit, bon, ok, c'est terminé. Et effectivement, ça a été 2 rounds de ça. Donc, c'est compliqué, en fait, de dire quelque chose à propos de ce combat parce que quand tu as les armes, et Hooker les a pour battre et pour contourner les armes de Iaquinta, en fait, ça se fait relativement aisément. Donc, je suis d'accord avec toi, Guillaume, je ne pense pas que ça veuille dire grand-chose quand Hooker combattra des mecs qui sont au-dessus de la KT, parce qu'il y a des tueurs. Il a appelé Dustin Poirier, déjà, ça va être beaucoup plus compliqué. Dustin Poirier lui a dit merci, mais non merci. Ah ouais? Oui, mais il a dit je combats l'Irlandais. Ouh. Ouais, je suis d'accord, ce serait quand même compliqué contre Dustin Poirier, mais non, mais pas mieux en fait. Le truc, c'est que Iaquinta, j'aime beaucoup le combattant et tout, mais il méritait pas d'être 6e, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est parce qu'il a battu Kevin Lee et parce que il a le style pour battre Kevin Lee, quoi, en gros, et qu'il a fait 5 rounds où bon, il s'est quand même fait défoncer, hein, faut être honnête 5 minutes. Il a rien fait contre Khabib. Je veux dire, il a juste survécu pendant 5 rounds parce qu'il est dur. Et c'est ça sa force en fait à Iaquinta. Il a une bonne lutte, il a un bon bras arrière. Je n'irais même pas jusqu'à dire qu'il a une bonne boxe parce qu'en fait, quand tu regardes, il n'a pas de jab, il n'a pas de défense. Ouais, puis il est très court en fait. Il a un bon bras arrière. Et il est durable. Et il est durable. Il a de la volonté. Mais du coup, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux anticiper, que tu peux contourner en fait. Et par exemple, mais rien que le fait, et ça c'est, pour le coup c'est Khabib qui l'a montré, mais c'était plus Khabib qui s'amusait en fait, mais il a dévoilé quelque chose sur Iaquinta, c'est qu'il sait pas du tout gérer les jabs, quoi. Il peut se prendre 15 jabs dans la gueule, il va pas essayer de changer il essaie juste de timer tout le temps son bras arrière sur le jab de l'adversaire, mais une fois que tu as compris ça, tu peux le feinter, tu peux le désorienter, et c'est ce qu'a fait Dan Hooker, quoi, et c'est ce qu'avait fait Donald Cerrone avant lui, et je pense que maintenant ça y est, tu vois, le mot est passé, et si Iaquinta change pas ça, il va au-devant de grandes déconvenues, hein, ça c'est certain. Donc il sera toujours dans le top 10, peut-être dans le top 15, parce qu'il a quand même des qualités qui font que il est compliqué à gérer. Mais tu sais, c'est un peu le même genre que Jeremy Stephens pour moi. C'est un mec qui a des attributs qui sont là,
Il pose une question. Ouais, non, mais vraiment. Et si t'empruntes pas la bonne voie pour combattre contre lui, bah, tu vas te rendre le combat extrêmement compliqué et tu pourras le perdre. Par exemple, tu vois, Kevin Lee qui veut à tout prix le dépasser en lutte et qui se crève en le dépassant en lutte, par exemple. Mais si tu fais bien ce qu'on t'a dit de faire et que tu appliques bien le game plan, bah, normalement, ça devrait rouler en fait pour toi. Si t'es pas limité physiquement, si t'as pas des problèmes comme ça. Et donc, du coup, moi, je vois bien en gatekeeper, quoi, tu vois. Ouais, là, c'est ce vers quoi il va, hein, de toute façon. Mais tu vois, mine de rien, en termes de style, par exemple, il pourrait emmerder pas mal de monde. Ouais. Par exemple, tu vois, contre Gillespie, comme c'est un bon anti-lutteur et tout ça, bah, ça pourrait être un match intéressant. Ah oui, mais moi, j'aurais pensé à ce combat-là, ça aurait été parfait plutôt que Kevin Lee. Où là, c'est pardon pour Kevin Lee. C'est ça. Mais en fait, c'est ça le problème avec un mec comme Iaquinta, c'est que il est voué à tout le temps être surévalué parce qu'il y aura toujours un moment où il va avoir une super performance et tu vas te dire putain, le mec est vraiment bon quand même. Mais en fait, c'est une question de style, quoi. Et là, bah, Dan Hooker, pareil, là, ça veut dire qu'il est 6e mondial. Ouais. J'adore Dan Hooker, mais je le vois pas 6e mondial en réalité, quoi. C'est un bon striker, il construit bien, on sent qu'il s'entraîne avec Adesanya, il y a pas mal de choses qu'ils font tous les deux, mais à la différence d'Adesanya, il lui manque quand même l'athlétisme et l'explosivité, tu vois, qu'Adesanya a. Et pareil, là, je le vois pas, honnêtement, je le vois pas, tu as dépasser les 5 premiers, quoi. Ça, j'ai du mal à imaginer. C'est vraiment bien qu'il soit monté jusque-là. Moi, je pense le combat qui a révélé un peu les limites de Dan Hooker, c'est son combat contre Barbosa. Barbosa, ouais. Où il avait le style pour battre Barbosa, parce que c'est quand même un pressure fighter, Dan Hooker. Et tu sentais que juste il était dépassé physiquement, quoi. Il s'est pris une dérouillée, mais d'anthologie. Mais ce combat-là, c'était terrible. Et c'est pour ça, pour ma part, que moi j'étais assez en colère. Je ne vais pas vous le cacher, messieurs, que l'UFC mette ce combat-là en co-main event, parce que pour ma part, Hooker, le souvenir que j'avais de lui, c'était sa rousse prise contre Barbosa et Iaquinta. Donc depuis, c'était rattrapé contre James Vick, mais James Vick qui restait en lightweight, donc voilà, un demi-James Vick. Et de l'autre côté, Iaquinta qui sortait d'une défaite contre Cowboy Cerrone. C'est un peu triste de se dire qu'on a ça en co-main event d'un événement qui se passe devant 57 000 personnes. Ouais, mais c'est parce que c'est le sauce d'Adesanya, quoi. Oui, c'était pour ça, quoi. On pouvait le mettre sur la carte et puis faire un co-main event Volkanovski contre notre ami Maxime. Ah bah oui. Voilà. Bah ouais. Mais bon, mine de rien, ils n'ont pas eu besoin d'une carte comme ça pour vendre les 57 000 places. Donc merci au public d'être venu. Ouais. Voilà. C'est clair. Est-ce que t'es rien à voir, t'allais enlever ton pull, mais t'es à poil sous ta blouse là, j'ai l'impression. Exactement. C'est pour ça que je me suis dit, je vais pas rester. Ouais, on va peut-être pas, ouais. Je vais rester ensuite. Bien, messieurs, je vous propose qu'on se retrouve cette semaine. Il faudra qu'on se cale l'heure, mais ça devrait le faire. Je regarde mon organizer et puis. Bien, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine. Merci pour votre fidélité. À la prochaine. Et voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Soit.